Un vieil homme de 78 ans consacre ses derniers jours à planter des arbres sur un flanc de colline aride, affrontant les moqueries et l'incrédulité de la communauté. « Vous ne verrez jamais ces arbres grandir », disent tous. Avec des mains tremblantes et une espérance inébranlable, il persiste dans sa mission silencieuse. Ce que personne n'imagine, c'est que cet acte apparemment dénué de sens cache une promesse faite des décennies auparavant, capable de transformer non seulement le paysage mais le cœur de tout un village. Une histoire sur l'héritage, la foi et l'amour qui transcendent les générations. La lumière dorée de l'aube glissait sur le flanc de colline aride, comme une bénédiction gâchée. Avant même que les premiers rayons ne réchauffent la terre, desséchée, une silhouette courbée se déplaçait déjà avec détermination sur le chemin caillouteux. Antoine, avec ses 78 ans, portait sur ses épaules fragiles le poids d'une pelle vieillissante et d'un sac de graines, outil simple d'un rêve que beaucoup considéraient impossible. La sueur ruisselait sur son visage marqué par le temps, formant de petites rivières entre les rides profondes, témoin silencieux d'une vie de labeur. Le village de Vallée Sèche ne portait pas ce nom par hasard. Depuis des décennies, la pluie était devenue une visite de plus en plus rare, transformant ce qui fut autrefois des champs fertiles en une étendue de terre craquelée et hostile. Les habitants les plus jeunes ne connaissaient la prospérité qu'à travers les histoires racontées par les anciens les soirs d'été, lorsque la chaleur insupportable poussait tout le monde hors de leur maison, à la recherche d'une brise inexistante. Ce matin-là, comme tous les précédents depuis qu'il avait commencé sa mission solitaire, Antoine creusait des trous dans la terre dure, plaçait délicatement une graine dans chacun d'eux et recouvrait avec une poignée de terre mélangée au peu de compost qu'il parvenait à produire dans sa cour. Ensuite, avec la même dévotion que celui qui accomplit un rituel sacré, il arrosait chaque monticule avec l'eau précieuse qu'il transportait dans de vieux seaux depuis le puits communal jusqu'au flanc de collines lointains. Voilà le vieux. Ou de nouveau, Raya Joachim, un homme d'âge moyen qui observait depuis la route avec d'autres villageois. Il dépense le reste de sa vie à planter des arbres qu'il ne verra jamais grandir. La terre est morte, vieux têtu, morte comme tes espérances. Les rires résonnèrent sur le flanc de colline, mais n'atteignirent pas le cœur d'Antoine. Il y avait longtemps qu'il avait appris la différence entre entendre et écouter. Il continua son travail avec la même dédicace silencieuse, comme si chaque graine déposée dans le sol était une promesse qui ne pouvait être brisée. Oh yeah, centre du village, où une place poussiéreuse abritait la seule école locale, Hélène terminait d'organiser ses livres pour la classe de ce jour. À 32 ans, elle était la plus jeune institutrice que Vallée Sèche ait jamais eue, et peut-être la seule qui croyait encore que le savoir pouvait fleurir même en terres arides. Par la fenêtre de la petite salle de classe, elle aperçut la figure solitaire sur le flanc de colline et sentit une curiosité qu'elle ne parvenait pas à expliquer. « Maîtresse, pourquoi monsieur Antoine plante-t-il des arbres là-haut tous les jours ?» demanda Marianne, une fillette aux yeux vifs et aux tresses échevelées, pointant vers la fenêtre. Hélène observa l'enfant un instant, admirant comment les questions enfantines touchaient souvent le cœur de mystère que les adultes préféraient ignorer. « On dit qu'il plante de l'espérance, Marianne, quelque chose que nous ne comprendrons peut-être que lorsqu'elle sera assez grande pour que nous la voyions. » Les mots sortirent de sa bouche avant qu'elle ne puisse réfléchir, comme si une vérité endormie s'était éveillée en elle. Hélène ne connaissait pas l'histoire d'Antoine au-delà des rumeurs qui circulaient dans le village. Il était veuf, avait perdu sa fille unique jeune et vivait seul dans une petite maison aux limites du village. Qu'est-ce qui le poussait à consacrer ses dernières années à un projet que tous considéraient voué à l'échec? Le printemps avançait avec une cruauté particulière cette année-là. La chaleur qui aurait dû être douce annonçait déjà un été impitoyable. Les quelques nuages qui apparaissaient à l'horizon ne tenaient jamais leur promesse de pluie, se dissipant comme des rêves à l'aube. Cependant, à la surprise de beaucoup et au mépris de toutes les prévisions, de petits points verts commencèrent à percer le sol sur le flanc de colline où Antoine travaillait sans relâche. Ce fut un après-midi de dimanche, lorsque le village ralentissait son rythme déjà modeste, qu'Hélène prit courage pour monter sur le flanc de colline. Elle trouva le vieil homme agenouillé près de l'une des jeunes pousses, examinant les feuilles tendres, avec le soin de celui qui tient un nouveau-né.
On dit que parler aux plantes aide à la croissance, commenta-t-elle, s'arrêtant à quelques pas de distance. Antoine leva lentement les yeux. Ses yeux, d'un bleu délavé par le temps, gardaient une lueur qui contrastait avec l'aridité environnante. Ce ne sont pas seulement les plantes qui ont besoin d'entendre des mots d'encouragement pour grandir, ma jeune amie, les gens aussi. La voix était étonnamment ferme pour quelqu'un d'apparence si fragile. Hélène se sentit immédiatement accueillie, comme si cet homme était un vieux livre rempli de sagesse attendant d'être lu. « Je suis Hélène, l'institutrice de l'école. Je sais qui vous êtes. » Un sourire doux illumina le visage ridé. « Je vois votre travail de la même manière que vous voyez le mien. De loin, mais avec respect. » Elle n'avait jamais pensé que quelqu'un observait son travail. Soudain, elle se sentit moins seule dans sa propre mission. « Pourquoi des arbres, monsieur Antoine ?» La question s'échappa avant qu'elle ne puisse la retenir. Le vieil homme resta silencieux un instant, comme s'il se demandait si elle était prête à entendre la réponse. Finalement, il désigna un jeune plant particulièrement fragile. « Voyez-vous cette petite guerrière ? Il y a 3 jours, elle n'existait pas aux yeux du monde. Elle était cachée dans l'obscurité, luttant seule. Maintenant, elle est là, défiant tout et tout le monde. » Ses doigts tremblants caressèrent délicatement la petite plante. Les arbres nous enseignent que l'impossible prend juste un peu plus de temps à se réaliser. Hélène sentit un nœud dans la gorge. Il y avait une profondeur dans ces mots simples qui résonnaient avec sa propre lutte quotidienne à l'école, essayant de semer le savoir dans de jeunes esprits qui souvent ne voyaient pas de but à apprendre. Cette nuit-là, en rentrant chez elle dans sa modeste maison, l'institutrice ne put chasser de son esprit l'image du vieil homme et de ses jeunes pousses. Quelque chose avait changé en elle, une petite graine de curiosité qui, tout comme les plantes d'Antoine, commençait à percer la surface. Le lendemain matin, alors qu'elle préparait la leçon du jour, Hélène eut une idée. Au lieu du cours de sciences habituel, elle emmènerait les enfants en excursion jusqu'au flanc de colline. Qui mieux pour enseigner le cycle de la vie, la persévérance et l'espérance que cet homme qui plantait des arbres pour un avenir qu'il ne verrait pas? La nouvelle de la visite se répandit rapidement, comme tout dans Vallée Sèche. Quand Hélène arriva sur le flanc de colline avec ses 15 élèves en rang ordonné, elle trouva Antoine mieux habillé que d'habitude, avec une chemise propre, rapiécée en plusieurs endroits, mais soigneusement repassée. À côté de lui, à la surprise de tous, se trouvait une table rustique recouverte de différents types de graines, de feuilles séchées et de morceaux d'écorce. Les yeux du vieil homme brillaient d'une jeunesse retrouvée tandis qu'il expliquait aux enfants les secrets des plantes. Comment chaque graine portait en elle un code mystérieux qui déterminait si elle serait un chêne imposant ou indélicat. Arbuste à fleurs, comment les racines cherchaient l'eau dans les profondeurs de la terre et comment les feuilles transformaient la lumière du soleil en nourriture. Tout dans la nature a un but, dit-il, tenant une petite graine dans sa paume ridée, même quand nous ne pouvons pas le voir ou le comprendre immédiatement. Marianne, la fillette aux tresses échevelées, leva timidement la main. « Et quel est le but de planter des arbres que vous ne verrez jamais grands ?» Le silence qui s'ensuivit fut profond. Même le vent sembla retenir sa respiration. Antoine regarda dans les yeux de l'enfant avec une tendresse infinie. « Il y a de nombreuses années, j'ai perdu quelqu'un que j'aimais plus que la vie elle-même. » Sa voix trembla légèrement. « Ma fille, Louise, n'avait que 6 ans quand la sécheresse a pris sa vie. En ces temps-là, l'eau était encore plus rare, et les maladies plus fortes que notre capacité à les combattre. » Les enfants écoutaient en silence révérencieux, sentant instinctivement l'importance de ce moment. La nuit où elle est partie, Louise m'a fait promettre qu'un jour, je transformerais cette terre sèche en un lieu où d'autres enfants pourraient courir à l'ombre de grands arbres, où l'eau ne manquerait pas et où la vie prospérerait à nouveau. Antoine ferma les yeux un instant, comme s'il pouvait voir cette promesse faite il y a tant de décennies. J'ai passé ma vie à travailler, à prendre soin de ma femme, à survivre. Mais maintenant, dans le temps qui me reste, je tiens la promesse que j'ai faite. Une larme solitaire coula sur le visage de l'institutrice, qui l'essuya rapidement. Elle réalisa que ce n'était pas une histoire de tristesse, mais d'amour. Un amour si grand qu'il transcendait le temps, la mort et même la logique conventionnelle. Alors que le printemps cédait la place à l'été inclément, un nouveau défi surgit. De petits insectes, attirés par les seules taches vertes dans le paysage aride,
commencèrent à dévorer les feuilles, tendres des jeunes pousses. Chaque matin, Antoine trouvait plus de plantes endommagées, ses efforts se défaisant sous ses yeux. La nouvelle de la peste se répandit rapidement dans le village, renforçant la croyance de beaucoup que le projet du vieil homme était non seulement inutile, mais voué à l'échec dès le début. Les moqueries augmentèrent, maintenant avec un ton de satisfaction mal dissimulé. « Vous avez vu, même la nature est contre cette folie », commenta Joachim à l'épicerie du village où les hommes se réunissaient les après-midi chauds. C'est un signe pour le vieil homme d'abandonner et d'accepter les choses telles qu'elles sont. Hélène, qui entrait dans l'établissement à ce moment-là, sentit une indignation monter en elle. Elle était sur le point de répondre lorsqu'une voix sereine résonna derrière elle. « Les signes existent pour être interprétés, pas pour déterminer nos chemins. » Antoine se tenait dans l'embrasure de la porte, son corps maigre projetant une ombre allongée sur le sol en terre battue. Dans ses mains, il portait un petit flacon de verre contenant un liquide sombre et aromatique. Sans rien dire de plus, le vieil homme s'approcha du comptoir et demanda quelques ingrédients au propriétaire de l'épicerie. Des cendres de bois, du savon fait maison et un peu d'huile de cuisson usagée. Il paya avec quelques pièces qu'il sortit d'un petit sac en cuir et sortit, laissant derrière lui un silence inconfortable. Motivée par la curiosité, Hélène suivit Antoine jusqu'à sa petite maison aux limites du village. Elle observa de loin tandis qu'il mélangeait les ingrédients nouvellement acquis au contenu du flacon, murmurant des mots qu'elle ne parvenait pas à distinguer. Cela ressemblait à une prière, ou peut-être à une ancienne recette transmise, à travers les générations. Prenant courage, elle s'approcha. Les yeux du vieil homme ne montrèrent aucune surprise en la voyant. « Ma femme, Thérèse, connaissait les secrets des plantes comme personne, expliqua-t-il, continuant à mélanger. Les ingrédients, avec une petite branche. Avant les médecins de la ville, c'était elle qui s'occupait des malades du village. Ce remède était l'un de ses préférés pour éloigner les pestes sans tuer les créatures de Dieu. Hélène regarda avec fascination le mélange sombre, qui dégageait un arôme fort, bien que non désagréable. « Puis-je aider ?» offrit-elle, tendant les mains. Le sourire d'Antoine illumina son visage comme le lever du soleil. « Bien sûr que vous pouvez, maîtresse. En fait, j'aurais besoin de beaucoup de mains si nous voulons sauver nos petites guerrières. » Cet après-midi-là, un spectacle inhabituel surprit les habitants de Vallée-Sèche. La jeune institutrice et le vieux fou, côte à côte, appliquant un mélange étrange sur chacune des centaines de jeunes pousses plantées sur le flanc de colline. Ils travaillèrent jusqu'au coucher du soleil, s'arrêtant seulement pour boire de l'eau et se reposer brièvement à l'ombre d'un parasol improvisé qu'Hélène avait apporté de chez elle. Dans les jours qui suivirent, à la surprise de tous, les plantes commencèrent à se rétablir. Les insectes, repoussés par l'arôme du mélange, cherchèrent de la nourriture ailleurs, permettant aux feuilles endommagées de se régénérer et à de nouveaux bourgeons d'apparaître. C'était comme si la sagesse ancienne, préservée dans les mémoires d'Antoine, avait établi une alliance avec la nature au lieu d'essayer de la subjuguer. L'été avançait impitoyablement. Le soleil, tel un tyran inclément, punissait la terre avec une intensité croissante. Les quelques sources qui résistaient encore commencèrent à se tarir, et le puits communal, principale source d'eau pour le village, diminuait à des niveaux alarmants. Le conseil du village, formé par les hommes les plus âgés, se réunit pour discuter de mesures de rationnement. Ce fut lors de cette réunion que Joachim, qui n'avait jamais caché son mépris pour le projet d'Antoine, fit une proposition qui trouva un soutien immédiat. L'eau est rare et nous devons prioriser. Les cultures qui nous donnent de la nourriture doivent avoir la préférence sur les projets personnels qui ne bénéficient pas à la communauté. Le verdict fut unanime. L'eau du puits communal serait destinée exclusivement aux petits potagers familiaux et aux animaux domestiques. Tout autre usage serait interdit jusqu'à la fin de l'étiage. Quand Hélène apporta la nouvelle à Antoine, elle le trouva agenouillé près de l'une des jeunes pousses les plus développées, une petite acacia qui atteignait déjà la hauteur de son genou. Le vieil homme écouta en silence, le visage impassible, mais ses yeux trahissaient la préoccupation qu'il ressentait. « Que ferez-vous maintenant » demanda-t-elle, s'asseyant à côté de lui sur la terre sèche. Antoine caressa délicatement les feuilles de l'acacia avec des doigts qui tremblaient non seulement par l'âge, mais par l'émotion.
Contenu. Les arbres les plus forts ont des racines qui vont bien au-delà de la surface, maîtresse. Ils cherchent l'eau là où personne d'autre ne croit qu'elle existe. Il fixa son regard sur l'horizon lointain. Peut-être est-il temps de faire de même. Le lendemain matin, avant même le premier rayon de soleil, Hélène trouva Antoine au bord d'un petit talus dans la partie la plus basse du flanc de colline. Avec une ténacité surprenante pour son âge, il creusait le sol dur, suivant ce qui semblait être un chemin invisible. La sueur ruisselait sur son visage, se mêlant à la poussière qui adhérait à sa peau. « Que cherchez-vous, monsieur Antoine ?» demanda-t-elle, préoccupée par l'effort qu'il faisait. « De l'eau », répondit-il simplement sans interrompre son travail. « Il y a de nombreuses années, quand je suis arrivé à Vallée-Sèche avec ma femme, les anciens parlaient d'une rivière souterraine qui coulait sous ces collines. Avec le temps, l'histoire fut oubliée, traitée comme une autre légende sans fondement. Mais Thérèse y a toujours cru. Elle disait qu'elle pouvait sentir l'eau, comme si la terre lui chuchotait des secrets. » Hélène observa autour d'elle. Le flanc de colline, bien qu'encore majoritairement aride, présentait maintenant des taches vertes où les petits arbres luttaient pour survivre. C'était un miracle en soi qu'ils aient résisté si longtemps avec si peu d'eau. « Comment ? Puis-je aider ?» offrit-elle, retroussant ses manches. Le travail était épuisant. Les jours se transformèrent en semaines, tandis que les deux creusaient, suivant l'instinct d'Antoine et quelques indices que seuls ses yeux expérimentés parvenaient à détecter. Un changement subtil dans la coloration du sol, la présence de certains types d'insectes, le comportement des racines des plantes. Au village, les nouvelles de la nouvelle entreprise du « vieux fou » provoquaient des réactions diverses. Certains se moquaient ouvertement, y voyant une preuve de plus de sénilité. D'autres commençaient à observer avec une curiosité silencieuse, impressionnés par la persistance inébranlable de quelqu'un qui aurait dû profiter de son repos bien mérité. Ce fut Marianne, la fillette aux tresses échevelées, qui mentionna la première les anciennes histoires pendant une classe. Ma grand-mère a dit que sa grand-mère racontait l'histoire d'une grande rivière qui coulait sous la terre, commenta-t-elle, tandis que la classe discutait du cycle de l'eau. Elle a dit que les anciens savaient où trouver de l'eau même quand il ne pleuvait pas pendant des années. Hélène sentit un frisson lui parcourir l'échine. Serait-il possible que les vieilles légendes contiennent plus de vérité que les sceptiques ne voulèrent l'admettre? Ce même après-midi, après avoir renvoyé les élèves, elle se dirigea vers la petite bibliothèque du village, une pièce exiguë attenante à l'école, où des livres donnés et des documents anciens partagèrent l'espace avec du matériel scolaire. Elle plongea dans des journaux et des registres des premiers colons, cherchant toute mention de cette rivière souterraine. Les heures passèrent sans qu'elle s'en aperçoive. Le soleil se couchait déjà lorsque ses yeux fatigués trouvèrent un passage dans un journal jauni de près d'un siècle auparavant. Les terres à l'est du village, bien qu'apparemment arides, abritent un trésor plus grand que l'or. Sous le flanc de collines rocheux coule un filon d'eau cristalline, révélé seulement aux yeux de ceux qui ont assez de foi pour le chercher. Nous avons identifié 3 points où l'eau s'approche de la surface, marqués sur la carte ci-jointe. Hélène chercha frénétiquement la carte mentionnée, mais celle-ci semblait s'être perdue dans le temps. Cependant, la description des 3 points était suffisamment détaillée pour qu'elle puisse tenter de les localiser. L'un d'eux, réalisa-t-elle le cœur battant la chamade, correspondait exactement à l'endroit où Antoine avait choisi de commencer son projet de reboisement. Une coïncidence? Ou serait-il possible que le vieil homme, d'une manière mystérieuse, ait été guidé jusqu'à ce point spécifique? Avec le journal soigneusement rangé dans son sac, elle courut vers le flanc de colline. Elle trouva Antoine se reposant à l'ombre de l'un des arbres les plus développés, son visage montrant des signes clairs d'épuisement. « Vous avez besoin de vous reposer, monsieur Antoine », l'avertit-elle, préoccupée par la pâleur de sa « permite ». « Le temps n'attend pas ceux qui en ont peu, ma jeune amie », répondit-il avec un faible sourire. « Chaque jour qui passe est un jour de moins pour voir mes petites prospérer. » Hélène lui montra le journal, expliquant sa découverte, avec un enthousiasme mal contenu. À mesure qu'il lisait les anciennes paroles, les yeux d'Antoine retrouvaient leur éclat caractéristique. « Voyez, ce n'est pas une coïncidence », s'exclama-t-elle. «
Vous avez été attiré vers cet endroit exact, comme si vous saviez depuis le début. Antoine resta silencieux un long moment, contemplant l'horizon où le soleil se couchait dans un spectacle de couleurs vibrantes. Thérèse disait qu'il existe 2 types de savoir. Maîtresse, celui que nous apprenons avec l'esprit, et celui que nous sentons avec le cœur. Sa voix acquit une profondeur qui révélait des mondes de sagesse accumulés. Peut-être que mon cœur savait ce que mon esprit avait oublié. Le lendemain matin, armés des coordonnées de l'ancien journal, ils recommencèrent l'excavation. Antoine semblait rajeuni par l'espérance renouvelée, travaillant avec une vigueur qui surprenait même Hélène. Utilisant de longues perches, ils sondaient le terrain à mesure qu'ils avançaient, cherchant des signes d'humidité ou des changements dans la consistance du sol. Ce fut au crépuscule du 3e jour de recherche que le miracle se produisit. La perche qu'Antoine utilisait pénétra plus profondément que la normale, et en la retirant, la pointe était humide. Un silence révérencieux s'abattit sur eux tandis qu'ils contemplaient cette première preuve tangible, qu'ils ne poursuivaient pas un rêve impossible. Avec des mains tremblantes d'émotion et de fatigue, Antoine élargit l'orifice. La terre, initialement sèche et résistante, devenait progressivement plus sombre et malléable. Et puis, dans une explosion de joie pure, un petit jaillissement d'eau émergea de la terre, comme une source timide qui trouvait enfin le courage de se révéler. Hélène ne retint pas ses larmes. C'était de l'eau fraîche et cristalline émergeant d'un lieu où, selon toutes les probabilités, elle ne devrait pas exister. Antoine s'agenouilla, permettant au liquide précieux de mouiller ses mains ridées, puis son visage, dans un baptême symbolique qui lavait des mois de doute et de difficultés. La nouvelle se répandit dans le village plus vite que le vent qui précède une tempête. Avant que le soleil ne se couche complètement, une petite foule se rassemblait déjà autour de la source nouvellement découverte. Les visages sceptiques firent place à des expressions d'étonnement et, dans certains cas, de honte d'avoir douté si ouvertement. Joachim, qui avait toujours mené les critiques contre le projet d'Antoine, se tenait à distance, observant avec un mélange d'incrédulité et de respect réticent. Le conseil du village se réunit en séance extraordinaire ce même soir. Après des heures de discussions animées, une décision unanime fut prise. L'eau de la nouvelle source serait partagée entre les besoins du village et le projet de reboisement. Plus que cela, des bénévoles seraient organisés pour aider Antoine à étendre la zone plantée et à développer un système d'irrigation efficace. L'automne arriva apportant une douceur à l'air qui contrastait avec l'été brutal qui était resté derrière. Les arbres d'Antoine, maintenant correctement irrigués, montraient une croissance vigoureuse. Le paysage du flanc de colline se taillait, transformait progressivement. Là où il n'existait auparavant que terre sèche et pierre, maintenant un tapis vert s'étendait, parsemé de différentes espèces que le vieil homme avait soigneusement sélectionnées pour cet écosystème spécifique. La source, initialement modeste, s'était révélée faire partie d'un filon plus important. Avec l'aide de spécialistes de la ville voisine, attirés par la nouvelle extraordinaire, le village commençait à développer un système de captage et de distribution durable qui promettait de résoudre définitivement le problème chronique de pénurie. Ce fut pendant ces jours d'espérance renouvelée qu'un visiteur inattendu arriva à Vallée Sèche. Richard Martin, représentant d'une grande entreprise d'exploration de ressources naturelles, apparut dans un pick-up rutilant qui causa un « émoi » parmi les enfants, peu habitués à des véhicules aussi imposants. Sa proposition au conseil du village était tentante. L'achat des terres du flanc de colline pour une valeur qui dépassait de loin leur valeur apparente, avec la promesse d'emplois bien rémunérés pour les locaux dans l'opération qui serait installée. Le filon d'eau que vous avez découvert n'est que la pointe d'un aquifère significatif, expliqua-t-il pendant la réunion, montrant des cartes et des graphiques impressionnants. Avec notre technologie, nous pouvons extraire beaucoup, plus d'eau que ces méthodes artisanales ne le permettent, la commercialiser dans d'autres régions et apporter une prospérité réelle à Vallée Sèche. Les yeux des conseillers brillaient devant la perspective d'une richesse immédiate et sans précédent. La proposition semblait une réponse aux prières d'une communauté qui, pendant des générations, avait lutté contre la pauvreté et la pénurie. Seule Hélène, qui assistait à la réunion comme représentante de l'école, remarqua l'ombre qui traversa le visage d'Antoine
assis discrètement au fond de la salle. À la fin de la présentation, lorsque les applaudissements enthousiastes diminuèrent, le vieil homme se leva avec difficulté. Tous les regards se tournèrent vers lui, certains impatients, d'autres curieux. « Puis-je poser une question, monsieur l'entrepreneur ?» Sa voix, bien que faible, portait une dignité qui imposait le respect. Richard Martin acquiesça avec un sourire professionnel. « Après que vous aurez extrait toute cette eau, qu'arrivera-t-il à la terre ?» Un silence inconfortable emplit l'environnement. L'entrepreneur s'éclaircit la gorge avant de répondre. « Eh bien, les ressources naturelles ne sont pas éternelles, mon ami. Finalement, l'aquifère s'épuisera, bien sûr. Mais d'ici là, nous aurons généré suffisamment de richesses pour que tous ici puissent vivre confortablement ou même déménager dans de meilleurs endroits. » Antoine secoua lentement la tête. « Alors nous parlons de vendre l'avenir pour un présent confortable, de détruire en une génération ce que la nature a mis des millénaires à créer. » L'entrepreneur rit légèrement, avec cette condescendance que les jeunes montrent souvent en parlant aux très âgés. « C'est une vision assez simpliste, monsieur. Nous parlons de progrès, de développement économique, des concepts qui sont peut-être un peu trop complexes pour votre compréhension. » Les conseillers s'agitèrent, divisés entre le respect dû à l'ancien et l'attraction magnétique de la proposition. Finalement, ils décidèrent de reporter la décision de quelques jours, temps suffisant pour que tous puissent réfléchir adéquatement. En sortant de la réunion, Hélène rejoignit Antoine, qui marchait lentement, appuyé sur son bâton de bois. « Que ferons-nous » demanda-t-elle, sentant le poids de l'incertitude sur ses épaules. Antoine sourit avec sérénité, comme quelqu'un qui avait déjà affronté trop de tempêtes pour être ébranlé par un autre nuage sombre à l'horizon. « La vérité a des racines profondes, maîtresse, tout comme nos arbres. Le temps est de notre côté, pas du leur. » Cette nuit-là, tandis que le village bouillonnait de discussions animées sur la proposition, Antoine fit un rêve très vif. Il vit Thérèse, sa femme aimée, et Louise, la fille qu'il avait perdue si tôt, marchant parmi d'énormes arbres qui projetaient des ombres accueillantes. Le flanc de colline, dans son rêve, était une oasis luxuriante où l'eau cristalline jaillissait librement, formant de petits ruisseaux qui serpentaient parmi la végétation luxuriante. Des enfants jouaient, des adultes se reposaient à l'ombre, et une paix profonde imprégnait tout. Thérèse se tourna vers lui avec ce sourire qui avait toujours été son refuge. « Tu y es presque, mon amour. N'abandonne pas maintenant. » Il se réveilla les larmes aux yeux, mais avec une certitude renouvelée dans le cœur. Il ne luttait pas seulement pour une ancienne promesse. Il luttait pour l'avenir de Vallée Sèche, pour un héritage qui transcendait sa propre existence. Les jours qui suivirent furent d'intenses activités. Hélène, inspirée par la détermination inébranlable d'Antoine, se plongea dans des recherches. Elle contacta des universités, consulta des spécialistes en hydrogéologie et en écologie, rassembla des preuves sur les impacts à long terme de l'exploration commerciale des aquifères dans les régions arides. Les enfants de l'école, contagieux de l'enthousiasme de l'institutrice, se transformèrent en petits chercheurs, interviewant les plus âgés du village, collectant des histoires sur ce qu'était Vallée Sèche avant la grande sécheresse, dessinant la vision qu'ils avaient pour l'avenir de leur terre. La veille de la réunion décisive, le flanc de colline fut le témoin d'un spectacle émouvant. Des dizaines d'habitants, de tous âges, plantant des arbres côte à côte avec Antoine. Parmi eux se trouvait Joachim, qui, après des jours de réflexions silencieuses, était arrivé avec toute sa famille pour offrir son aide. « J'ai passé ma vie à chercher des raccourcis vers la prospérité, monsieur Antoine, » admit-il, avec une sincère humilité. « Peut-être est-il temps d'apprendre à planter un avenir que je ne verrai pas, mais dont mes petits-enfants pourront profiter. » La nuit tomba sur un flanc de colline transformé non seulement par les centaines de nouvelles jeunes pousses, mais par l'esprit de communauté qui fleurissait aussi vigoureusement que les petits arbres. La réunion du conseil, le lendemain, matin fut la plus fréquentée que Vallée Sèche ait jamais connue. La petite salle communale débordait de gens et beaucoup s'agglutinaient dehors, essayant d'écouter à travers les fenêtres ouvertes. Richard Martin présenta à nouveau sa proposition, augmentant substantiellement l'offre financière, comme si la valeur monétaire pouvait faire taire les doutes qui surgissaient dans le cœur des villageois. Quand vint le tour d'Hélène de parler, elle ne se leva pas seule.
À ses côtés se trouvaient ses élèves, chacun tenant un dessin ou un texte qu'ils avaient préparé. Avec des mots simples mais puissants, la jeune institutrice présenta des preuves scientifiques sur la manière dont le projet de reboisement, à long terme, non seulement préserverait l'aquifère, mais pourrait éventuellement changer le microclimat de la région, augmentant l'humidité de l'air et la probabilité de pluie. Ce que nous avons devant nous n'est pas un choix entre l'argent et les arbres, conclut-elle, sa voix ferme malgré l'émotion. C'est un choix entre un profit temporaire qui bénéficiera principalement à des étrangers et une prospérité durable qui nous appartiendra à tous et aux générations qui viendront après nous. Un murmure d'approbation parcourut la foule. Marianne, la fillette aux tresses échevelées, fit un pas en avant, remettant son dessin au président du conseil. Une image colorée de vallée sèche transformée en une vallée verdoyante, avec des maisons entourées d'arbres touffus et des enfants jouant dans des ruisseaux d'eau claire. Enfin, tous les regards se tournèrent vers Antoine, qui se leva avec difficulté. Son corps fragile semblait porté par une force intérieure qui transcendait la matière. « Il y a 72 ans, commença-t-il, sa voix initialement, tremblante gagnant en fermeté à chaque mot. J'ai perdu ma fille à cause de la soif. Louise n'avait que 6 ans, et toute une vie devant elle. Cette nuit-là, j'ai fait une promesse qu'il m'a fallu des décennies pour commencer à tenir. Le silence était si profond qu'on aurait pu entendre le battement des ailes d'un insecte. Je ne plante pas d'arbres pour moi. J'ai vécu ma vie et bientôt je rejoindrai ceux que j'aime et qui sont partis avant moi. Je plante pour vous. » Ses yeux parcoururent la salle, rencontrant brièvement le regard de chaque personne présente. « Pour vos enfants, pour les enfants de vos enfants. Je plante parce que je crois que Vallée Sèche peut redevenir le paradis qu'elle fut un jour, où la vie prospère au lieu de simplement survivre. » Des larmes silencieuses coulaient sur le visage de nombreux présents. L'entrepreneur, percevant la vague émotionnelle qui se retournait contre sa proposition, tenta une dernière carte. « Les sentiments sont beaux, monsieur Antoine, mais ils ne remplissent pas les ventres vides. L'argent que nous offrons peut transformer des vies aujourd'hui, pas dans un avenir incertain qui n'arrivera peut-être jamais. » Ce fut Joachim qui répondit, sa voix chargée d'une conviction nouvellement découverte. « Nous avons vendu notre avenir pendant trop longtemps, monsieur l'entrepreneur. Peut-être est-il temps de commencer à le racheter, un arbre à la fois. » Le vote fut unanime. Vallée Sèche rejeta la proposition d'exploitation commerciale et embrassa le projet de reboisement comme politique officielle de la communauté. Plus que cela, elle décida d'investir dans des infrastructures pour maximiser les bénéfices de la source découverte, développant des techniques d'irrigation durables et étendant progressivement la zone verte. L'hiver arriva plus tôt cette année-là, apportant des vents glacés qui n'étaient pas courants pour la région. Les jeunes arbres, encore vulnérables, affrontaient leur premier grand défi saisonnier. Beaucoup ne résistèrent pas aux premières gelées, leurs jeunes branches noircissant sous le froid rigoureux. Antoine, dont la santé s'était visiblement détériorée ces dernières semaines, ne pouvait plus monter sur le flanc de colline quotidiennement. Depuis la fenêtre de sa petite maison, il observait avec angoisse les taches brunes qui apparaissaient sur le tapis vert qu'il avait créé avec tant d'amour. « Elle meurt, Hélène, » murmura-t-il, quand l'institutrice vint lui rendre visite par un après-midi particulièrement froid. « Tout ce que nous avons construit. » Hélène serra ses mains ridées entre les siennes, sentant comme elles étaient froides et fragiles. « Toutes ne mourront pas, monsieur Antoine. Les plus fortes survivront et deviendront encore plus résistantes. C'est ainsi que la nature fonctionne, n'est-ce pas ? Testant, sélectionnant, renforçant. » Mais l'hiver semblait décidé à tester les limites de la résistance non seulement des arbres, mais aussi de la détermination de la communauté. Quand une tempête de neige inattendue, la première que beaucoup des habitants les plus jeunes n'avaient jamais vue, couvrit le flanc de colline d'un manteau blanc, le découragement commença à se répandre. Le projet semblait condamné avant même d'avoir une chance réelle. Ce fut au milieu de ce climat d'incertitude que Marianne apparut à l'école, avec une idée inspirée par un livre qu'Hélène avait lu à la classe. « Et si nous protégions les arbres avec des couvertures, comme nous le faisons avec les gens quand il fait froid ?» La suggestion, dans sa simplicité enfantine, était brillante. En quelques jours, le village entier se mobilisa dans une opération sans précédent. De vieux tissus, des sacs de jute, de la paille,
sèches. Tout ce qui pouvait offrir une protection contre le froid fut rassemblé. Des familles entières montaient sur le flanc de colline, enveloppant soigneusement chaque jeune pousse survivante dans sa propre tenue d'hiver improvisée. La vision de cet effort collectif, de cette démonstration tangible de foi en l'avenir, fut le meilleur remède pour Antoine. Bien que son corps fût de plus en plus faible, le confinant au lit la plupart du temps, son esprit gagnait une force renouvelée avec chaque récit qu'Hélène et les enfants apportaient sur les progrès sur le flanc de colline. Ce fut lors de l'une de ses visites qu'il confia à Hélène un vieux carnet relié en cuir. « Voici toutes les connaissances que j'ai accumulées au long de ce voyage. Quelles plantes prospèrent le mieux sur notre terre? Quand les planter? Comment les protéger des pestes? Où chercher de l'eau ?» Ses yeux, bien que creusés par la maladie, brillaient avec l'intensité de toujours. « Continuez le travail, maîtresse. Pas pour moi, mais pour nous tous. » Le printemps arriva avec une générosité surprenante. Des pluies modérées mais constantes, un phénomène que Vallée Sèche n'avait pas connu depuis des décennies, transformèrent le paysage. La terre, autrefois craquelée et hostile, s'adoucissait sous la bénédiction de l'eau qui tombait du ciel, comme si la nature elle-même voulait récompenser la foi inébranlable de ses enfants les plus persistants. Sur le flanc de colline, le miracle se déroulait sous les yeux émerveillés des villageois. Les arbres qui avaient survécu à l'hiver rigoureux montraient une croissance explosive. De nouvelles feuilles, d'un vert vibrant, bourgeonnaient, des branches qui semblaient condamnées quelques semaines auparavant. Et plus surprenant que tout, des graines qui étaient restées dormantes dans le sol commençaient à germer spontanément, comme si un message silencieux avait parcouru la terre, annonçant qu'il était sûr de naître. Des spécialistes furent appelés pour étudier le phénomène. Ils confirmèrent ce qu'Antoine avait toujours su intuitivement. Le reboisement commençait à changer le microclimat local. Les arbres, même jeunes, retenaient déjà l'humidité, réduisaient la température du sol, créaient des conditions pour que d'autres formes de vie prospèrent. C'était le début d'un cycle vertueux qui, s'il était maintenu, pourrait éventuellement inverser des décennies de dégradation. La nouvelle courut, dépassant les limites de Vallée Sèche. Journalistes, écologistes, représentants du gouvernement, tous voulaient être témoins de ce qui était appelé le miracle de la pente. Certains venaient par curiosité, d'autres par scepticisme, mais tous repartaient profondément marqués par la démonstration vivante de la manière dont la détermination humaine pouvait travailler en harmonie avec la nature pour restaurer ce qui semblait irrémédiablement perdu. Dans son lit, entouré d'Hélène, des enfants de l'école et de nombreux villageois qui se moquaient auparavant de son projet, Antoine recevait les nouvelles avec un sourire serein. Son corps dépérissait rapidement maintenant, la vie s'échappant comme du sable entre les doigts. Et dans ses yeux, il y avait une paix profonde, la tranquillité de celui qui a accompli sa mission. « Je veux voir mes arbres une dernière fois », demanda-t-il dans un murmure, par un matin particulièrement lumineux d'avril. La demande, apparemment impossible étant donné son état affaibli, mobilisa le village entier. Une civière fut improvisée, et 8 hommes forts, y compris Joachim, maintenant l'un des plus fervents défenseurs du projet, se relayèrent pour le porter jusqu'au flanc de colline. Le spectacle qui attendait Antoine dépassait même les récits les plus enthousiastes. Le flanc de colline, qui 1 an auparavant seulement était un symbole de désolation, s'était transformé en un oasis émergent. Des centaines d'arbres, certains atteignant déjà plusieurs mètres de hauteur, se balançaient doucement dans la brise printanière. Parmi eux, des fleurs sauvages s'épanouissaient en taches colorées, et le bourdonnement des abeilles et le chant des oiseaux, sons absents depuis longtemps de Vallée Sèche, remplissaient l'air d'une symphonie de vie renouvelée. Les hommes déposèrent sa civière à l'ombre d'une jeune acacia, la première que lui et Hélène avaient sauvée de la peste l'été précédent. Là, la tête doucement posée sur les genoux de l'institutrice, Antoine contempla son œuvre avec des yeux qui commençaient déjà à se voiler. « Tu vois, Louise ?» murmura-t-il, s'adressant à quelqu'un que lui seul pouvait voir. Papa a tenu sa promesse. Une larme solitaire coula sur sa face ridée, tandis qu'un sourire de paix infinie illuminait son visage. « Je savais que je verrais les ombres », furent ses dernières paroles, prononcées avec une certitude tranquille,
comme quelqu'un qui avait toujours su que l'impossible n'était qu'une question de temps et de foi. 3 jours plus tard, Vallée Sèche entière accompagna les funérailles d'Antoine, tenu sur le flanc de colline même, sous les arbres qui étaient son héritage vivant. Par décision unanime de la communauté, l'endroit fut officiellement nommé Forêt de la Promesse, et un programme éducatif fut établi pour que chaque nouvelle génération d'enfants apprenne l'histoire du vieil homme qui plantait des arbres sachant qu'il ne vivrait pas pour en voir les ombres. Les saisons continuèrent leur cycle éternel. Les arbres grandirent, se multiplièrent, étendirent leurs racines profondément dans le sol de plus en plus fertile. L'eau, autrefois rare, devint abondante, nourrissant non seulement la végétation, mais aussi les espérances et les rêves d'une communauté qui redécouvrait sa connexion à la terre. Et à chaque printemps, lorsque de nouvelles jeunes pousses sont plantées pour étendre le bosquet, Hélène, maintenant une femme mûre aux cheveux parsemés d'argent, raconte aux enfants l'histoire d'Antoine, non pas comme une légende, lointaine, mais comme un rappel vivant que l'amour véritable se manifeste en actions qui transcendent le temps, en graines plantées avec foi en l'avenir, en promesses faites et tenues en dépit de tous les obstacles. Car, comme elle le dit toujours aux petits yeux attentifs qui l'entourent, la plus grande leçon d'Antoine ne furent pas les arbres qu'il planta, mais la compréhension profonde que nous vivons non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour ceux qui viendront après nous, et que parfois, le plus grand acte de foi est de planter une graine sachant que l'on ne verra peut-être jamais l'arbre, mais croyant que d'autres se reposeront sous son ombre et ressentiront de la gratitude pour quelqu'un qui a eu le courage de rêver au-delà de l'horizon de sa propre vie. Et ainsi, à Vallée Sèche, qui devrait maintenant trouver un nouveau nom pour refléter sa réalité transformée, la promesse d'un vieil homme à sa fille continue de vivre, non seulement dans les arbres qui grandissent plus fort chaque année, mais dans les cœurs des gens qui ont appris, à travers son exemple, que le véritable héritage d'une vie ne se mesure pas aux années vécues, mais à l'amour semé qui continue de fleurir bien après notre dernier adieu.